Bordeaux, le fils de l'épicier qui a découvert le corps de Cynthia serait en fuite. L'homme avait des antécédents judiciaires. L'autopsie ne démontre pas pour l'instant de sévices sexuels. Valenciennes, grand favori pour l'implantation de Toyota, troisième constructeur automobile mondial. Plusieurs milliers d'emplois en perspective. La chasse au trésor pour un enfant de 2 ans et demi. Par hasard, en se promenant avec son père, il découvre dans la forêt de Montmorency 400 pièces d'argent. Enquête sur une entreprise exemplaire qui joue la performance et la solidarité en remettant au travail des chômeurs de longue durée. Et puis, découverte de l'un des plus grands auteurs américains de romans noirs, un destin hors du commun pour cet ancien prisonnier qui a passé 20 ans derrière les barreaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, tout se précipite depuis la découverte du meurtre hier de la petite Cynthia près de Bordeaux. L'autopsie révèle que l'enfant a été tué d'un coup de pistolet tiré à bout portant. Suspect numéro 1, le fils de l'épicier qui est en fuite. Un jeune homme qui aurait déjà eu affaire à la justice. Éric Perrin, François Privat. Un suspect activement recherché. Des précisions sur le meurtre de la petite Cynthia. L'enquête a aujourd'hui progressé. On sait désormais que la jeune fille âgée de 11 ans a été tuée à bout portant d'une balle de 22 longs rifles dans la tête. C'est probablement en se rendant chez sa grand-mère, qui habite au-dessus de l'épicerie, que Cynthia a rencontré son agresseur. Son corps, à demi dénudé, fut retrouvé hier après-midi par le gérant du magasin. Ce que l'on peut dire, c'est que l'autopsie n'a pas démontré de violence sexuelle caractérisée, mais on ne peut pas exclure que le crime ait eu un mobile sexuel. C'est un suspect qui a eu déjà 2 antécédents judiciaires, dont un de violence. Et nous craignons que de nouvelles agressions puissent être commises. L'agresseur connaissait bien les lieux. Il savait qu'à l'heure du déjeuner, le magasin était fermé, d'où la piste privilégiée aujourd'hui par la police, celle du fils de l'épicier. Les enquêteurs n'excluent pas de rapprocher ce meurtre de l'agression, hier à 17 h à Audange, dans le bassin d'Arcachon, d'une autre petite fille, âgée de 10 ans et demi. C'est sur ce chemin, en rentrant à son domicile, qu'un homme l'a attaquée en portant 3 coups de couteau. La petite fille a réussi à s'enfuir. Elle aurait reconnu sur photo le suspect actuellement recherché pour le meurtre de Cynthia comme étant son agresseur. Ce matin, dans le collège où Cynthia était scolarisée, les élèves ont observé une minute de silence. Pour la victime, pour ses parents, c'est tout un quartier qui essaye de faire face. Il a été demandé à chacun de permettre aux enfants de s'exprimer pour essayer de formuler leur mal-être. Pour les accompagner dans cette douleur, au travers de cette épreuve qu'ils trouvent évidemment injuste. Plan épervier, policiers et gendarmes mobilisés, le suspect numéro 1 est recherché au niveau national. À la Seine-sur-Mer, après la mort accidentelle d'un jeune homme il y a 15 jours à l'origine d'une flambée de violence, un policier municipal a été écroué tout à l'heure à Toulon. Il sera jugé pour homicide et blessures involontaires. Vincent Nguyen, Vincent Dezombre. Les bus circulent à nouveau dans la cité Berthe, escortés par les policiers. La vie a repris son cours et la décision du tribunal aujourd'hui a calmé les esprits. Il y a 2 semaines, la ZUP s'était enflammée. Robert Estienne, un des jeunes du quartier, avait trouvé la mort en moto en percutant la voiture d'un policier municipal en congé. L'automobiliste mis hors de cause, les amis de Robert pensaient qu'on leur cachait des choses. Une seconde enquête semble démontrer que tout ne s'est pas passé comme on l'a dit. Au tribunal correctionnel, ce matin, le procureur a parlé d'investigations sporadiques et de pression en évoquant à demi-mot le Front National. Le policier municipal est aujourd'hui accusé de refus de priorité et d'homicide involontaire. Ça m'a fait énormément du bien parce que je vois que l'affaire, elle est allée quand même jusqu'au bout. Ils ont fait des efforts pour savoir exactement si c'est mon fils ou si c'était l'autre qui avait tort. La famille du prévenu, elle, est en colère. En attendant le procès, il restera en prison pour sa sécurité. Décision du tribunal. Je suis scandalisé de ce qu'on utilise les gens pour assurer la paix sociale, alors que les institutions ont montré leur carence et leur dysfonctionnement dans cette affaire. Même en prison, le policier municipal est pour l'instant présumé innocent jusqu'au 12 décembre, date du procès, où la lumière sera faite sur les circonstances exactes de l'accident.
Découverte près de Paris d'une imprimerie clandestine fabriquant des faux billets de banque et des coupons de cartes orange. Plus vrai que nature, ces cartes orange étaient fabriquées à partir de la matrice. 5000 coupons d'une valeur de 2 millions de francs ont été saisis. Quant aux billets de banque, il s'agirait de faux billets de 200 francs d'une valeur globale de 10 millions de francs. 3 personnes ont été interpellées, dont une femme. Il s'agit d'un imprimeur, d'un expert en informatique et de sa mère. L'ancien directeur de la DST a été mis en examen pour complicité d'escroquerie. Yves Bonnet, après 2 jours de garde à vue, est mis en cause dans une affaire de pseudo-produits miracles pour conserver les aliments. Patrice Romden. L'histoire remonte à 1995. Yves Bonnet est alors député de la Manche lorsqu'il croise Bruce Allais. Cet homme entend commercialiser une molécule miracle censée permettre la conservation de produits frais pendant plusieurs semaines. C'est l'époque de la tomate ou du poivron éternel, une promesse qui va tourner à l'escroquerie. Des millions de francs injectés en pure perte. Seulement voilà, Yves Bonnet s'est démené pour promouvoir Conserveur 21. Le projet prévoyait une usine, 120 emplois. Mais si l'on en croit Bruce Allais, aujourd'hui emprisonné, ce projet masquait également un accord. Bonnet apporte son aide et en échange, Allais couvre via sa société des ventes d'armes. Des accusations réfutées par l'avocat de l'ex-député. Monsieur Bonnet est de bonne foi. En tant que parlementaire, on lui a présenté un projet qu'il a cru crédible et il a entrepris les démarches pour qu'il y ait une implantation d'une usine dans sa circonscription. Et à partir de là, quand il a réalisé que ce n'était pas crédible, il a laissé tomber toutes ces démarches. Concrètement, quel genre de démarche? Je veux savoir. Il a pris un rendez-vous au niveau du ministère des Finances, par exemple. Voilà, c'est tout. 48 heures dans les locaux de la brigade financière. Au terme de sa garde à vue, Yves Bonnet, mis en examen pour complicité d'escroquerie, reste soumis à un contrôle judiciaire. Revenons maintenant sur une affaire qui, depuis des années, embarrasse la justice. En 1964, Jean-Claude Saint-Aubin est victime d'un accident de la route et trouve la mort avec une amie près de Fréjus. Depuis, la famille se bat pour faire reconnaître qu'il s'agit d'une bavure. Après de nombreux recours en justice, Madame Saint-Aubin, aujourd'hui, affirme avoir la preuve que ce sont bien les services secrets français qui sont responsables du drame. Thierry Curtet. Depuis 33 ans, la mort de Jean-Claude Saint-Aubin hante la justice française. La voiture du jeune homme et de sa passagère a percuté un arbre dans le Midi en 1964. Un banal accident, conclut alors la police. Peut-être un attentat, une erreur des services secrets qui visait un membre de l'OAS, pense très vite la famille. Depuis 33 ans, c'est la bataille du pot de terre, la famille Saint-Aubin contre le pot de fer, l'État français. Et aujourd'hui, la mère de Jean-Claude dit avoir la preuve de l'attentat. Cette preuve, ce seraient 3 documents qu'un ancien membre de l'OAS a retrouvés. Il a longtemps hésité avant de les transmettre à la famille. Nous attendons d'avoir des assurances et une fois qu'on aura ces assurances en haut lieu, on pourra communiquer ces documents. Vous craignez pour votre sécurité? Bien sûr, on craint tous pour notre sécurité. Il s'est finalement décidé. Mais ces documents sont protégés par le secret défense, révèle aujourd'hui la mère de Jean-Claude Saint-Aubin. On ne peut donc en faire état. Le procureur du Jardin, ancien juge d'instruction sur cette affaire, révèle en partie la nature des documents. L'expéditeur, c'est le ministère de la Défense, Région militaire de Paris, service de renseignement et d'action, avec le sigle SRA, et qui à l'époque était situé à la caserne Mortier à Paris. Ces documents sont-ils véridiques ou s'agit-il d'une ultime manipulation? Sommes-nous près de l'épilogue? Seule une expertise pourra le dire. Madame Saint-Aubin en appelle au Premier ministre pour qu'il lève enfin le secret défense. Nouveau développement dans l'affaire du pasteur hongrois. C'est maintenant en Hongrie que la police a découvert de nombreux ossements dans une ancienne maison du pasteur. Il faudra plusieurs jours pour analyser ces découvertes macabres trouvées en partie dans le jardin. Depuis ce matin, les banques alimentaires font appel à la générosité du public pour donner en nature des produits de base qui se conservent comme des pâtes, du riz ou des aliments pour bébés. Chaque année, les banques alimentaires recueillent 42 000 tonnes de nourriture. Alain Dubevski, Yann Jikel. Aujourd'hui, les banques alimentaires partaient au contact du public. Le plus ingrat dans ces cas-là, c'est ça. Cette bénévole stoppe les clients dans leur élan. À brûle-pourpoint, alors qu'ils pensent à toute autre chose, elle leur parle de ceux qui ont faim. Pas très souvent, les gens ont un peu peur et puis ils sont tellement souvent sollicités qu'il faut les comprendre aussi.
Le but de tout ça, convaincre les clients de prendre un sac vide et si possible de le rapporter rempli de marchandises après avoir fait les courses. Ça marche avec environ un client sur 20. J'ai eu envie de leur donner quelque chose. Et puis j'allais faire mes courses, alors je me suis dit pourquoi pour moi et pourquoi pas pour les autres. Les gens, ils en ont assez de donner de l'argent. On ne sait pas où ça va, hein, tandis que là, on achète des produits, on pense que ça sera donné au bon endroit. Il y a 71 banques alimentaires à travers la France. L'an dernier, elles ont collecté près de 42 000 tonnes de denrées. Pour elles, ces 2 journées sont très importantes. C'est l'opération coup de poing. Nous nous adressons directement au consommateur pour lui demander de faire un geste de solidarité. Le reste du temps, nous nous adressons aux professionnels de l'agroalimentaire qui, pour différentes raisons, ont des surplus, des excédents de production et nous les entreposons pour le service des associations. Parmi ces associations, il y a Montparnasse Rencontre. Sans la banque alimentaire, elle ne fait pas grand-chose. Uniquement à Inno Montparnasse, on fait environ 3 tonnes et demie en 2 jours. De petites boîtes de sardines et tout ça, ça fait quand même pas mal. Cette collecte est destinée aux 2 millions de personnes qui, en France, souffrent de malnutrition. L'implantation de Toyota devrait se faire à Valenciennes. Le 3e constructeur automobile mondial tranchera dans les jours qui viennent, mais tout laisse à penser que c'est Valenciennes qui l'emportera. À la clé, plusieurs milliers d'emplois. Damien Thévenot et Sébastien Vibert. Premier cours de japonais dans la banlieue valenciennoise. C'est qu'il va falloir s'y faire à la présence nippone dans le Grand Nord français. Déjà, quelques cadres japonais d'entreprises installés en France soignent l'enseignement de leurs enfants. Bientôt peut-être, il y aura foule. Si Toyota confirme son implantation, c'est ici que seront créés environ 3000 emplois. Dans une région fortement touchée par le chômage, un actif sur 5 sans travail, Toyota à Valenciennes, les élus en rêvent déjà. C'est plus important qu'une candidature aux Jeux Olympiques réussie. C'est pour nous, 1, des milliers d'emplois évidents directs, mais 2, le signal de redémarrage de cette raison qu'on disait quasiment condamnée il y a quelques années. Toyota vend actuellement 400 000 voitures en Europe. S'il s'installe à Valenciennes, le constructeur japonais serait prêt à investir 10 milliards de francs avec l'espoir de doubler ses ventes. Entre l'Angleterre, où se trouve déjà une usine Toyota, et Valenciennes, la balance pourrait pencher du côté français pour 2 raisons. Une attitude plus enthousiaste de la France pour la monnaie unique, l'euro, et une localisation idéale avec la Grande-Bretagne au nord, l'Île-de-France au sud, la Hollande et la Belgique à l'est. Tout ça, ça fait 100 millions d'habitants, les plus riches, non pas d'Europe, mais de la planète. Ce sont forcément des acheteurs d'automobiles. Toyota à Valenciennes, réponse définitive le 9 décembre. Très légère baisse du chômage en octobre, un recul de 0,1%, soit 4300 chômeurs de moins qu'en septembre, ce qui porte le nombre total de demandeurs d'emploi à 3 123 600. L'emploi encore et toujours au cœur des préoccupations avec cette histoire exemplaire dans le Nord, à Allouin, cette entreprise qui réussit le pari d'être à la fois performante et solidaire. Une société qui depuis 3 ans remet au travail des chômeurs souvent désocialisés. Reportage Laurent Bailly, Michel Gianoulatos. Une entreprise vouée au tri des ordures pour ensuite les recycler. Une entreprise où des femmes conduisent les bulldozers. Une entreprise rentable, mais qui ose embaucher des marginaux, des jeunes sans expérience, des chômeurs en fin de droit. Bref, qui donne une chance à ceux qui ont vu toutes les portes se fermer. Avant, j'étais en filature. Je suis resté 9 ans. J'ai été licencié. J'étais au chômage pendant 5 ans. Et après, entre deux, j'ai trouvé ici. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 80 bouteilles. D'abord, la formation technique. Qu'est-ce qu'un plastique? Quelles sortes de papiers sont récupérables? Les explications doivent être claires. Ici, un salarié sur 5 ne sait pas lire. Après la théorie, la pratique sur les chaînes de tri des déchets. Des 100 salariés de Triselec, 60 travaillent à mi-temps, l'entreprise les force et les aide à rechercher un autre emploi, l'autre moitié du temps. D'en chercher du travail? Oh ouais. Oh, bah on est obligé, même ici aussi, nous cherchons du travail, point de vue de notre branche. On est obligé de toute façon de chercher du travail parce qu'on ne va pas toujours rester ici. Hein. C'est pas vraiment un boulot d'avenir. Hein. Comme lui, beaucoup espèrent se réinsérer dans le circuit du travail après l'expérience Triselec. Mais pour la plupart, travailler ici, c'est d'abord une question de survie. Un travail à mi-temps, c'est mieux que rien, même si ça ne rapporte pas grand-chose. Oui, c'est 2008, 3000 peut-être.
On prend des cheveux 3 000. C'est juste, vous allez attendre la retraite jusque-là avec ça? Non, je ne pense pas. Mais je ne vois pas bien la solution pour en sortir. Pour vous, c'est un pis-aller d'être ici? Un pis-aller, non, c'est plutôt un tremplin pour dire de trouver autre chose. Cette autre chose, 60% des ex-chômeurs qui sont passés par Tricelec ont fini par le trouver. Laetitia Albrun, par exemple, est aujourd'hui préparatrice de commande dans une PME de la région, un emploi stable qu'elle apprécie. Après 2 ans de chômage, jamais elle n'aurait été recrutée, dit-elle, si elle n'avait pas passé 6 mois chez Tricelec, qui lui a beaucoup apporté. Déjà, il m'a apporté l'expérience professionnelle que j'avais pas. Et en fait, il m'a mis dans le bain du travail. Dans le bain du travail, autrement dit, réapprendre à se lever le matin, à côtoyer des collègues, à respecter une discipline. Et ça, pour le patron de cette PME, ça pèse plus lourd que l'absence de qualification de Laetitia. Elle est jeune, elle a un bac et elle a envie de travailler. Donc qu'elle connaisse le métier ou qu'elle ne connaisse pas le métier, elle l'apprendra, elle va continuer sa formation chez nous et voilà. Au volant de son poids lourd, Fabien Cachmarek collecte les containers de 47 communes au nord de l'île. Ancien forain, ancien chômeur, il ne cherche pas, lui, à quitter Tricelec. Son nouveau métier lui convient. Pour l'instant, j'ai pas d'ambition plus lointaine, donc tant que ça fonctionne ici, c'est bien d'y rester. Dans une région touchée à 17% par le chômage, Tricelec produit et vend, recrute et reclasse. Ses finances sont saines et sa démarche exemplaire, presque utopique. C'est une utopie réaliste puisque nous l'avons ici rendu très pragmatique et très pratico-pratique. C'est un mot essentiel dans cette entreprise. On essaye de faire, d'agir et de tenir les 2 objectifs qui sont à la fois l'économique et le social. Mais je pense que si nous réussissons, parce que nous avons la volonté interne de le faire, je pense que d'autres entreprises pourraient très bien recopier ce modèle. Quelques-unes le font, qu'il s'agisse comme Tricelec de sociétés d'économie mixte ou à capitaux entièrement privés. Des entreprises citoyennes en somme et des initiatives à méditer au vu des 3 millions de chômeurs que compte la France. De bons chiffres pour le commerce extérieur en septembre. La France a enregistré un excédent de plus de 19 milliards de francs, une hausse qui succède à celle déjà enregistrée au mois d'août. Martine Aubry prend son bâton de pèlerin pour convaincre les chefs d'entreprise de jouer le jeu des 35 heures. Le ministre de l'Emploi était aujourd'hui à Strasbourg, au moment où celui qui pourrait prendre la tête du CNPF déclare à Besançon sa franche hostilité aux 35 heures. Monsieur Sellière estime que l'affaire des 35 heures doit permettre aux entrepreneurs de déstabiliser Lionel Jospin. Fin de citation. Réponse du ministre de Strasbourg, Jean-Paul Chapelle. Ils sont tous hostiles à la loi sur les 35 heures et ils sont venus le lui dire en nombre. Exercice de pédagogie difficile pour le ministre de l'Emploi. Devant les patrons inquiets, Martine Aubry tente de calmer le jeu. Une réponse au futur président du CNPF. On a eu beaucoup de mal à réconcilier depuis 15 ans les Français avec l'économie et les Français avec les entreprises. Je crois que c'est maintenant fait. Et que ce serait totalement dommage qu'on reparte dans ces débats stériles dans notre pays, où on s'oppose les uns aux autres avec des slogans et avec des agressions. Aujourd'hui à Strasbourg, les chefs d'entreprise ne l'ont pas agressé. Ils ne l'ont pas non plus ménagé. Il est clair que si on pénalise le travail par rapport à d'autres pays où il n'y a pas de fiscalité, où les salaires sont en bas, vous allez tuer toutes ces industries. Je suis personnellement scandalisé par la manière dont a été prise la décision des 35 heures et je trouve regrettable que le gouvernement qui invite sans cesse les entreprises à la négociation ne se donne pas la peine de l'exemplarité. Pour une fois, nous allons faire ce que nous avons dit. Sur les 35 heures comme sur le reste, les chefs d'entreprise savent bien aussi. Attendez, vous permettez, je réponds. Je veux dire quand même que ce n'est pas une bombe qui est tombée brutalement sur le territoire français. Réconciliation autour d'une bière. Martine Aubry est allée trinquer avec le patron modèle. Lui est déjà passé aux 35 heures grâce à la loi Robien. Il a créé 17 emplois. En été, il y a une forte production, on travaille 40 heures. Sans faire d'heures supplémentaires et qu'on compense avec des semaines à 30 heures en hiver lorsque c'est la basse saison. Donc dans notre cas, c'était très intéressant. Le CNPF a tort aujourd'hui de ne pas faire confiance au sens des responsabilités des Français et particulièrement des salariés. Je suis convaincu qu'on trouvera des modalités qui sont gagnantes pour chacun. En s'adressant directement aux chefs d'entreprise, le gouvernement adopte lui aussi une tactique proche du judo. Il contourne un CNPF radicalisé, une façon de déstabiliser le futur patron des patrons.
Le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la nationalité, début de séance calme, puis bataille de procédure tout au long de l'après-midi. En fin de soirée, suspension des débats, un seul amendement a été adopté. C'était il y a 1 heure, cérémonie hommage au maréchal Leclerc, retransmise en direct sur notre chaîne, en présence de Jacques Chirac, Lionel Jospin, la famille du maréchal. Le maréchal mort il y a 50 ans. Ils se sont donc réunis dans la crypte de l'église Saint-Louis, aux Invalides, puis discours du général Massu. Et enfin, le chef de l'État a dévoilé une plaque avant la prise d'armes dans la cour des Invalides. Philippe Leclerc, mort dans un accident d'avion au milieu du désert algérien il y a tout juste 50 ans. Évocation de cette immense figure de la Deuxième Guerre mondiale, celui qui est entré à Paris à la tête de la 2e DB, Laurent Boussier. Il s'appelait Philippe-Marie de Hautecloque, mais pour éviter à sa famille restée en France des représailles allemandes, il avait pris en ralliant de Gaulle à Londres le 25 juillet 40 le nom de Leclerc. Un nom avec lequel ce chef militaire hors du commun allait écrire les pages les plus glorieuses de l'épopée de la France libre. Les combats du Tchad, le serment de Koufra en Libye, où il jure de ne déposer les armes que lorsque les couleurs françaises flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Ensuite, c'est la création de la 2e division blindée, le débarquement en Normandie, les combats d'Alençon et la libération de Paris le 25 août 44. La liesse dans les rues de la capitale, Leclerc et ses hommes sont accueillis en héros. Puis c'est la campagne des Vosges, la libération de Strasbourg, le serment de Koufra est tenu. Enfin le 4 mai 44, Leclerc et la 2e DB prennent le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Moment d'émotion, 1 mois et demi après la fin de la guerre, le 22 juillet 45, près de Fontainebleau, Leclerc fait ses adieux aux 17 000 hommes et femmes de sa prestigieuse unité. Je vous quitte, et je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration. En septembre, c'est lui qui signe pour la France la capitulation du Japon à Tokyo. Nommé inspecteur général des forces françaises en Afrique, c'est à ce poste qu'il va trouver la mort le 28 novembre 47, quand son avion, pris dans une tempête de sable, s'écrase près de Colombéchar en Algérie. Aujourd'hui, alors qu'on commémore le 50e anniversaire de sa disparition, les premiers escadrons de combat équipés de chars portant son nom sont opérationnels dans l'armée française au sein de la 2e DB. Fin de la semaine citoyenne lancée par Ségolène Royal. Il s'agissait de sensibiliser des élèves et des enseignants à la morale et au civisme. L'exemple de ce collège dans la banlieue de Grenoble, après un travail sur le terrain, l'image de l'établissement s'est considérablement améliorée. Nathalie Moisan, Jean-Paul Chausset. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'une fois, on a fait des tailles dans le collège et ils nous ont attrapés, alors j'en fais ça. Quand l'incivilité, comprise et détournée, devient une expression artistique. L'an dernier, ces élèves ont été punis pour avoir tagué les toilettes. Aujourd'hui, c'est eux qui proposent de réaliser un graphe, un mur peint, pour embellir la cour du collège. Ouais, c'est bien, tant que ça reste légal, c'est bien. Après, c'est une source d'ennui après. Comprendre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, c'est tout l'enjeu de cette semaine sur la citoyenneté. En classe de 5e, des groupes recensent toutes les incivilités observées dans le collège. Moi, après, il y a ceux qui crachent sur la rampe de l'escalier, tu pousses ta main, tu te dans la bouche. Crier dans le couloir ou se bousculer dans les escaliers, ça ne leur paraît pas forcément quelque chose de très désagréable, parce que c'est souvent des comportements spontanés qui, comme ils le disent, ne sont pas méchants. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ils se rendent compte en quoi ça peut gêner l'autre. Chaque occasion est bonne, et pas seulement en classe, pour responsabiliser les élèves. Un travail de fond, entamé ici il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu comprends? Ils l'ont déchiré. Ils l'ont déchiré, ils l'ont déchiré. Qui c'est ils? On travaille dans le long terme. On plante des graines et on espère qu'un jour, eh bien, toutes ces graines germeront. Comment vous dire? On ne peut pas mesurer. On ne fait pas déjà des actions citoyennes pendant une semaine. On fait des actions citoyennes tout au long de l'année. Ainsi, dans les couloirs, des extraits du règlement intérieur, élaborés avec les élèves, rappellent quotidiennement les règles de vie commune. Et pour les plus en difficulté,
Cette semaine est l'occasion de faire un bilan. 9h à 10h, le professeur a mis agité et bavard. Bavard, c'est-à-dire Je parle. Tu parlais à propos de quoi? De mes copains. Je vais essayer de pas faire la même chose qu'avant, je vais essayer de faire comme ça. Donc l'idée que ça. Voilà, donc l'idée, Serdar, pour toi, ça veut dire que cette semaine qui est un peu particulière, ça pourrait être l'occasion de prendre un nouveau départ. Ah, d'accord. Dialoguer avec les élèves et surtout les associer aux décisions. Leurs délégués sont ici de vrais interlocuteurs pour l'équipe enseignante. Les profs, ils sont bien à notre écoute et c'est ça qui est bien. Parce que dans les autres collèges, peut-être que les profs ne sont pas tous à notre écoute. Mais l'écoute ne résout pas tout. On est bien d'accord, vous faites des bêtises, vous nettoyez le foyer. Donc à 1h15, à 1h30, quand ça sonne, vous venez me voir et puis vous nettoyez le foyer. Bien sûr. Malgré tous ces efforts, tous les jours, au moindre incident, il faut intervenir pour que l'incivilité ne devienne pas violence. À Londres, comme chaque année, partisans et adversaires de la chasse à courre s'affrontent. Cette fois-ci, un vote au Parlement s'apprête à abolir cette pratique, face à face, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte. Agitation et emportement à Londres. Notre correspondant Étienne Lénart. Ce jeune député travailliste brandissant un renard sous les vivaces hystériques des militantes anti-chasse à courre fut le héros d'une journée peu ordinaire de la vie politique britannique. D'habitude totalement désertées le vendredi, les communes faisaient presque salle comble pour entendre notre homme Michael Foster proposer l'abolition de la chasse à courre, les députés débattant à coups d'arguments plus ou moins recevables. Toutes les autres méthodes destinées à établir l'équilibre écologique sont bien pires que la chasse. Pour le plaisir, ils chassent. Mais dans quelle société, dans quel pays vivons-nous? À l'extérieur, devant le Parlement, les pros et les antis se font face. Pour ceux qui, tous les dimanches, lancent leurs chiens aux trousses des renards, la chasse à courre, c'est d'abord un art de vivre. Nous, on essaye de défendre nos façons de vivre. Pour nous, il y a tous les travaux, il y a des travailleurs qui ont des maisons, il y a des chevaux, il y a des chiens de chasse. De l'autre côté de la rue, protégés par un cordon de bobby flegmatique, des militants écologistes qui souhaitent en découdre. Nous sommes des militants pacifistes et on nous met en cage. Il faut être complètement pervers pour tuer des animaux. Nous sommes toujours en démocratie. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais il faut vous faire une raison. Cet été, le lobby de la chasse à courre avait rassemblé 100 000 personnes et même si 2 Britanniques sur 3 sont opposés à la chasse, le gouvernement veut prendre son temps. Le projet adopté aujourd'hui n'est qu'une étape vers l'interdiction pure et simple. Entre ceux qui considèrent la chasse à courre comme un élément naturel de régulation de la faune et ceux qui la considèrent comme une boucherie absolument cruelle, le débat est évidemment très loin d'être terminé. Aux innocents, les mains pleines, dit-on. C'est en tout cas un enfant de 2 ans et demi en promenade dans la forêt de Montmorency avec son père qui a découvert un véritable trésor. Plusieurs centaines de pièces d'argent d'une valeur de 250 000 francs. Marc Dana, Bernard Connor. C'est une histoire comme en ont rêvé tous les petits garçons. Adrien, 2 ans et demi, se promène avec son père en forêt de Montmorency. Attiré par un objet brillant, il ramasse une première pièce d'argent et découvre un trésor. J'ai commencé à gratter où il avait trouvé. Et où il a trouvé cette pièce, j'ai commencé à gratter tout. Et là, ça a commencé à sortir à plusieurs modèles. Alors moi, j'ai continué, j'avais un sac. J'ai mis tout dans le sac et au fur et à mesure, alors je l'ai trouvé par paquet. Au total, 406 pièces en argent datant de la fin du XVIe siècle. Le père d'Adrien fait estimer son butin. Le trésor vaudrait environ 250 000 francs. Un chiffre qui ferait tourner bien des têtes, mais il aura l'honnêteté de signaler sa découverte au trésor, public cette fois. Cette somme est répartie en fait à 50% pour la personne qui a trouvé le trésor et en l'occurrence à 50% pour le propriétaire du sol, en l'occurrence la commune. La nouvelle a vite fait le tour du village et dès cet après-midi, les trous se sont multipliés en forêt. Mais trouver un trésor n'est pas un jeu d'enfant pour tout le monde, même si la passion, elle, est bien là. J'adore la chasse au trésor, moi. C'est vraiment une passion pour moi, c'est un rêve. Hein. Il m'arrive de rêver. J'ai jamais trouvé de trésor, mais j'ai rêvé combien de fois que j'ai trouvé le trésor. Hein. C'est une sorte de drogue. Et c'est une bonne drogue, puisque voilà, on ne peut pas s'empêcher. Hein. La bonne fortune, l'expression a désormais pris tout son sens. Pour le père, mais aussi pour le fils, qui se contenterait volontiers de pièces en chocolat.
À un mois de Noël, après l'illumination hier des Champs-Élysées, c'est au tour de la ville de Lyon, un pari commercial pour le plus grand bonheur des enfants et des clients des magasins du centre-ville. Didier Guyot, Philippe Yvet. C'est bon là, impeccable. 3 semaines de travail intensif, 50 personnes mobilisées, un plan de bataille bien établi. Il faut faire vite pour que le centre-ville s'illumine. Guirlandes, étoiles, sapins, Père Noël, des milliers d'ampoules. Ce sont 16 km de rue qui vont prendre un air de fête. On est comme des Pères Noël. À savoir qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle. Il faut que la lumière soit là. C'est un petit moment magique quand même, c'est une pause. Et quand Lyon s'allume, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ça ramène du bonheur, du calme, pose les valises. On essaie modestement d'être des petits peintres en lumière. Coût de l'investissement pour les 2500 commerçants du centre-ville, plus de 1 million de francs. Un investissement lourd mais incontournable. Les illuminations, c'est le point de départ des vrais achats de Noël. À partir de ce moment-là, les gens pensent plus aux cadeaux, donc commencent à regarder, n'achètent peut-être pas tout de suite, mais en tout cas sont déjà dans l'esprit de Noël. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à Lyon, nous avons avancé la date des illuminations cette année par rapport à ce qui se faisait les années précédentes. Mais il en va aussi du rayonnement et de la convivialité de la ville. C'est pourquoi la mairie participe à l'investissement global à hauteur de 25% et l'électricité est offerte. Ça permet de créer une ambiance de fête pour les enfants, pour les familles et puis pour les touristes et les touristes étrangers qui trouvent une ville accueillante, une ville enthousiaste. Mais toutes ces illuminations ne sont qu'un prélude à une fête qu'attendent avec impatience tous les Lyonnais, la fête des Lumières, le 8 décembre prochain. Je vous propose maintenant l'histoire hors du commun d'Edward Bunker, l'un des plus grands auteurs de romans noirs américains. Un destin qui l'a d'abord conduit à passer 20 ans de prison pour attaque à main armée. Aujourd'hui, il sort en France son dernier ouvrage, Portrait Pascal Deschamps, Didier Dahan. L'écriture, c'est mon identité. J'écris pour dire que j'existe, que je suis quelqu'un. Aujourd'hui, quand il croise une voiture de police, Edward Bunker ne prend plus la tangente. Marié, père de famille, il vit de son écriture. Après 20 ans de prison, 20 ans de criminalité. Un parcours d'une banalité exemplaire. Dans les années 50, les pas de Bunker, le petit délinquant, ont croisé ceux des gangsters de Los Angeles. Sa destinée colle à celle d'une ville où tout va trop vite, où l'extrême richesse flirte avec l'extrême pauvreté, où le cinéma fait miroiter d'autres possibles. Toutes les sociétés ont le crime qu'elles méritent. Bien sûr, les victimes sont innocentes. Les individus sont innocents, pas la société. La société a le crime qu'elle mérite, l'Amérique adore la violence. De ces années de prison, Bunker a rapporté des témoignages brûlants, sans concession. Le détenu Bunker, quel nom, lisait tout ce qui lui passait sous la main. Puis des mots bien à lui, sans chaîne, sans barreaux, courir sur le papier. Une longue marche vers la vraie liberté. J'ai écrit 5 livres qui n'ont jamais été publiés. J'ai écrit 17 ans avant de publier un seul mot. Et je n'avais pas fait d'études. Tout ce que j'ai fait, c'était lire, lire, lire. Aucune bête aussi féroce crie au monde la difficulté de se réinsérer. Devenu le récidiviste au cinéma avec Dustin Hoffman, il raconte comment la prison condamne un homme à la marginalité. Une forêt de néons se mit à vivre. Je me mis en marche vers l'ouest simplement parce que c'était là que les lumières brillaient le plus fort. Et maintenant, putain, qu'est-ce que je dois faire? La foule qui se dépêchait en tous sens aurait pu aussi bien se composer d'insectes tant je me sentais étranger parmi elles, comme débarqué d'une autre planète. La société ne pardonne pas vraiment. Vous savez, cette idée chrétienne de rédemption, ce fondement du christianisme et de toute société, eh bien, ça n'est jamais mis en pratique. Une indignation se mit à fleurir qui englobait tout, Dieu et l'homme. Elle grandissait, nourrie du cadavre de mon dernier espoir de jamais appartenir à l'humanité et à ce que l'humanité professait comme étant le bien. Aujourd'hui, Bunker a trouvé la paix et quand il joue les gangsters, c'est au cinéma pour son ami Tarantino par exemple, ou pour tous ceux qui ont besoin de sa gueule cassée. Clin d'œil, une apparition furtive dans le gang des frères James. Pour Bunker, la vie la vraie vient de commencer. Il a 62 ans, son enfant en a 4. Le bonheur est arrivé tard dans ma vie.
quand l'écriture est arrivée. Depuis que j'écris, ça va. Sans ça, je crois que je serais mort aujourd'hui. En finale de la Coupe Davis de tennis, la Suède mène 2-0 devant les États-Unis. Jonas Björkman a donné le premier point à la Suède en battant l'Américain Michael Chang. 7-5, 1-6, 6-3, 6-3. Et Magnus Larsson a gagné le deuxième match après l'abandon de l'Américain Pete Sampras. France 2 retransmettra demain après-midi en direct la dernière manche du championnat de France des rallyes, le rallye du Var. Voilà pour les informations. Concernant le sport, il y a quelques minutes tout juste, la Cour d'assises de Paris a rendu son verdict contre les 3 jeunes meurtriers présumés d'un Malien au canal Saint-Martin. Nous rejoignons tout de suite Jacques Cardoz. L'avocat général avait demandé des peines de 12, 13 et 15 ans. Ont-elles été suivies, Jacques ? Quasiment, on peut le dire, Béatrice. En fait, le président de la Cour d'assises de Paris, M. Corneloup, a condamné pour ce qui concerne Chun Cheng, que nous allons voir tout de suite en images grâce à ces dessins réalisés cet après-midi. Chun Cheng a été condamné à 12 années de réclusion criminelle. James Leclerc, deuxième personne, a été également condamné à 12 années de réclusion criminelle, tout comme Johan Tatar. Donc 3 des 5 personnes qui comparaissaient cet après-midi ont été condamnées à des peines assez lourdes. Le réquisitoire portait, lui, sur des peines allant de 12 à 15 années. Donc on peut dire quand même qu'il s'agit de peines assez importantes à l'encontre de ces 3 personnes qui, je vous le rappelle, le 14 juillet 1994, avaient balancé dans le canal Saint-Martin un jeune Malien. Merci Jacques Cardoz. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Bordeaux, le fils de l'épicier qui a découvert le corps de Cynthia serait en fuite. L'homme avait des antécédents judiciaires. L'autopsie ne démontre pas pour l'instant de sévices sexuels. Très légère baisse du chômage en octobre, un recul de 0,1%, soit 4300 chômeurs de moins qu'en septembre, ce qui porte le nombre total de demandeurs d'emploi à 3 123 600. Voilà. Dans un instant, la météo, puis le point route, Valérie Maurice. Demain, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le professeur Bernard Glorion, président du Conseil national de l'Ordre des médecins. À 13h, Laurence Piquet. Je vous retrouverai à 20h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.